que c'est pas enregistré, puis qu'en fait, voilà. Bien, alors, je vous propose, il est 13 heures, on va commencer à l'heure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en ce milieu de journée. Bienvenue en fait pour ce deuxième épisode de notre cycle de web rencontres télétravail mode d'emploi. Merci à ceux qui étaient présents déjà la semaine dernière et de continuer à suivre en fait les conseils de Marie-Ange ici présente qui va aborder donc l'épisode 2 consacré aux impacts à la vie d'équipe à distance et aux impacts sur la vie familiale. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Voilà. Fabrice, merci de donner signe. Donc cet épisode 2 est consacré, comme je viens de le dire, à la vie d'équipe à distance et aux impacts sur la vie familiale en télétravail. Juste rapidement me présenter, je m'appelle Clémence Moreau, je travaille pour la Fabrique Emploi et Territoire. On est une association loi 1901. Nous sommes plus connus sous le nom de Maison de l'Emploi et de la Formation de la Nièvre, où on vient tout juste de changer de nom. Donc nous avons sollicité Marie sur ce thème du télétravail puisque ça nous semblait intéressant d'aborder les outils, la méthode, les conseils que Marie peut apporter à nous-mêmes en tant que fabrique, mais aussi à d'autres personnes. Donc voilà, et je ne vais pas m'appesantir plus longtemps sur cette introduction. Je vais juste vous rappeler qu'on est ensemble pendant à peu près 1 heure. Après, tout dépend aussi des questions que vous aurez à la fin de cette web rencontre. Donc, la web rencontre, elle est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître en fait sur la vidéo, je vous invite à… De toute façon, vous êtes tous, visiblement, vous n'avez pas activé votre vidéo. Mais si c'est le cas, en tout cas, sachez que vous êtes enregistrés. Les micros sont coupés pour le confort de tous, le temps de l'intervention, mais vous pourrez bien sûr les réactiver individuellement à la fin pour poser vos questions en direct. Sinon, un chat est disponible pour poser vos questions au fur et à mesure des interventions. Et moi, je suis chargée en fait de les récolter et de les poser à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Merci Marie d'être là. Et du coup, je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors, je vais mettre les petites vignettes en tout petit, voilà, pour en fait privilégier le diaporama. Donc, aujourd'hui, on va parler de vie d'équipe et d'impact sur la vie familiale, donc du fait d'emmener le travail à la maison. Quand on pense télétravail, généralement, on pense agilité, liberté, adaptation et tout un tas de termes qui ressemblent à ça. Mais ce n'est pas si simple. Hein. On a commencé à en parler la semaine dernière. C'est pas si simple que ça parce que évidemment on était. Bon alors la question du confinement, c'était quand même très très particulier. Hein. Ça ressemble pas au vrai télétravail, pas au télétravail habituel. Mais j'ai choisi aujourd'hui d'axer vraiment les choses sur le milieu professionnel et l'impact en fait dans la sphère privée. Donc, on pense à agilité, liberté, adaptation, sauf que sur le plan professionnel, en fait, si la culture d'entreprise elle n'est pas propice à l'autonomie, au travail asynchrone. Hein, donc asynchrone, ça veut dire où tout le monde ne travaille pas en même temps. Ben, on peut aboutir à des choses à des pratiques qui sont un peu le pire du management en fait. Voilà. Ou alors le management, ce qu'on appelle le management à la française, hein, et c'est pas un compliment en fait. Voilà. Le pire du management, c'est quoi? Ben, ça va être notamment la culture du présentéisme, c'est-à-dire d'obliger les gens à travailler tous en même temps, donc de, je ne sais pas moi, 8h, midi, 14, 18h ou 14, 17h. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du présentéisme. Ça favorise le fait d'être occupé, mais pas du tout d'être efficace. Donc voilà, on va remplir les temps, on va dire où on n'a pas grand-chose à faire, par de la présence, et ça, c'est pas très bon.
Le pire du management aussi, ça serait des intrusions répétées en fait dans la vie privée. On verra plus tard des moyens de se protéger de ce genre de choses. Et puis, c'est des tensions au sein de l'équipe qui sont dues à une communication qui va être inadaptée. Et le pire du management, ça peut prendre la forme d'un contrôle excessif de la part du manager, de la part de la hiérarchie en fait sur les salariés, ou au contraire un sentiment d'abandon total. Les salariés sont livrés à eux-mêmes, sans consignes claires, sans personne ressource à qui s'adresser. Voilà, et etc., etc., etc. On peut toujours trouver pire comme situation managériale. Alors ça, c'est sur le plan professionnel. Et puis, dans la sphère privée, en fait, ce qui va se passer, c'est si des limites claires n'ont pas été établies entre la vie privée et professionnelle, si l'organisation familiale elle-même n'a pas été repensée, on va avoir une augmentation de la charge mentale des télétravailleurs ou des télétravailleuses. On verra tout à l'heure ce que je veux dire par là. Et notamment, donc, on en a parlé la semaine dernière, une augmentation du stress, une confusion des rôles et des fonctions au sein de la famille. Et c'est là où je voulais parler, je voulais aborder ça sur les télétravailleuses. On va avoir un renforcement, et ce qui a été observé, le plus important, c'est le cas, un renforcement de la division genrée du travail domestique, qui, comme on le sait tous, pour l'instant, malheureusement, est encore l'apanage, voilà, dans la majorité des cas, des femmes. En fait, qui non seulement travaillent à la maison quand elles sont télétravailleuses, mais en plus travaillent à la maison dans le sens où elles travaillent voilà, sur tout le travail domestique, que ce soit faire les courses, que ce soit faire à manger, le ménage, etc. Comme vous voyez ce que j'appelle le travail domestique, et etc., etc. Donc, on va aborder ces deux aspects. Et je vais commencer par le travail, par le télétravail et les difficultés de management en fait, dans le télétravail. Alors, manager à distance, ça pose quelques difficultés. Vous avez dû vous en rendre compte. D'abord, les équipes sont éclatées. Alors, ce n'est pas forcément toutes les équipes, mais au moins, il y a des gens dans l'équipe qui ne sont pas au même endroit, pas en train de faire la même chose. La communication dans le télétravail, elle est essentiellement écrite. Et puis, les outils de suivi sont parfois inadaptés. On reparlera des outils de suivi la semaine prochaine sur les outils de reporting. Alors, ces difficultés-là, finalement, elles provoquent un tas de choses. Les consignes ne sont pas forcément bien comprises. Quand on a des consignes écrites, malheureusement, on peut avoir des difficultés à les comprendre. Et si on n'a pas eu la possibilité d'avoir une information directe sur une clarification en fait, des consignes, ça va commencer à être très, très chronophage. On va avoir une multiplication du coup de ces communications, puisqu'on va avoir des demandes de clarification par rapport aux consignes qu'on a données, des demandes de reformulation, etc. On va avoir aussi beaucoup de pertes d'informations liées à ce qu'on appelle la métacommunication. Alors, métacommunication, c'est une communication sur la communication. C'est, en gros, tous les moyens qui sont à notre disposition pour indiquer au destinataire d'un message comment il doit interpréter le message. Et on verra qu'à l'écrit, il nous manque beaucoup de choses. Et puis, ces réunions à distance, en fait, elles sont souvent inefficaces parce qu'en fait, elles sont artificielles. C'est le cas, là, par exemple. Vous ne me coupez pas la parole parce que d'abord, votre micro est coupé. Je ne vous vois pas, donc je n'ai pas, en fait, de retour d'informations sur vos mimiques, sur éventuellement vos interrogations. Il y a... En fait, c'est très, très, très formel, les réunions à distance, et il y a une perte en fait, d'humanité en fait, dans ces réunions à distance, même si le fait de les faire, c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux d'en faire que de ne pas en faire. Mais par contre, elles sont inefficaces parce qu'elles sont pas artificielles, elles sont inefficaces parce qu'elles sont souvent trop longues. Et puis, il y a, quand on télétravaille, en fait, une dilution des liens entre les membres de l'équipe. On verra aussi comment essayer de faire mieux. Les grands défis du manager à distance, en fait, ça va être d'être en capacité de travailler sur les liens avec tous les membres de l'équipe, y compris les membres en fait, qui sont en présentiel. Puisque dans le télétravail classique,
tout le monde n'est pas en télétravail. Il y a des gens qui sont au bureau ou dans le service, puis certaines personnes qui sont en télétravail, et puis tout ça, ça peut tourner, parce que ce n'est pas toujours les mêmes qui sont en télétravail et qui sont au bureau. Il va falloir que le manager soit d'accord pour repenser sa communication. Et puis, son troisième grand défi, ça va être d'accompagner les collaborateurs vers plus d'autonomie, ce qui n'est pas dans la culture française du management, puisque, à part les managers qui font leur travail de la manière la plus moderne, la culture française du management, c'est le contrôle, en fait. C'est le contrôle et la dépendance, et ce n'est pas l'autonomie des équipes. Malheureusement, on va voir que ces organisations extrêmement pyramidales, hein, et puis plus il y a de la hiérarchie, plus le travail hiérarchique est strict, en fait, la communication hiérarchique est stricte, et moins ça favorise le télétravail des gens qui se retrouvent à devoir négocier souvent entre des consignes de managers différents et qui ne, évidemment, qui ne disent pas la même chose. Donc, ça pose des soucis. Du coup, quand on essaie d'être un petit peu plus moderne et de changer par rapport à un management à la française qui n'est pas très propice au télétravail, on peut commencer à proposer des nouveaux modes de communication. Alors, les proposer, ça ne veut pas dire les imposer. Voilà, toujours cette histoire de contrôle et d'autonomie. Alors, on peut les tester d'abord avec l'équipe. Ce n'est pas parce qu'on a choisi un mode de communication qu'il est bon. Voilà, ce n'est pas parce qu'il est bon pour nous qu'il est bon pour tous les membres de l'équipe. Donc, il est très important de prendre un temps de test en fait, avec chaque membre de l'équipe de l'outil ou du mode de communication qu'on a choisi, et puis de faire évoluer ces modes de communication. Je sais, là, on est en réunion Zoom. Pour certaines équipes, peut-être que les réunions Zoom, ce n'est pas du tout un bon outil. Peut-être que c'est un bon outil pour certaines personnes, peut-être que c'est un mauvais outil pour d'autres personnes. Ça, c'est à tester, ça dépend de chaque personne, ça dépend de son âge, ça dépend de son expérience avec l'outil informatique, ça dépend de beaucoup de choses. Et on y reviendra la semaine prochaine. C'est aussi apprendre à faire confiance, en fait, et à lâcher prise sur cette espèce d'enjeu de pouvoir, en fait. Puisque très souvent et malheureusement, certains managers, et encore heureux, pas tous, ils se jouent quelque chose du pouvoir, c'est-à-dire j'ordonne et vous exécutez, et c'est moi qui l'ai dit, et puis comme ça, voilà, vous n'avez pas à discuter. Évidemment, quand on est un manager qui fait son travail de cette manière-là, ça va être très, très difficile en télétravail, puisque du coup, vous ne pouvez pas faire confiance, parce que pour vous, comment dire, manager, c'est avoir les gens à l'œil, parce que pour certaines personnes, c'est partir du principe que quand on les a pas sous les yeux, les salariés, les travailleurs, les collaborateurs, en fait, font n'importe quoi, ou ce qu'ils veulent, quand ils veulent, pas de la même manière, en tout cas, pas sous votre contrôle. Donc, lâcher prise, c'est simplement se dire, je fais confiance à mon équipe, et le résultat du travail, je ne vais pas l'évaluer de la même manière. On y reviendra, tout ça, la semaine prochaine. Donc, il faut être en mesure de reconsidérer son métier, son mode de management, et puis du coup, d'abandonner la notion de présentisme et donc de contrôle. Et ça, je crois que vous l'avez compris, parce que je l'ai dit plusieurs fois. Alors, premier petit sondage. Mon sondage est inactif, puisque je suis connectée sur un autre appareil. Ce n'est pas grave, vous allez essayer de répondre dans le chat. En fait, communiquer avec votre équipe en télétravail, pour vous, ça a été… alors, vous pouvez répondre plusieurs choses. Alors, merci de répondre avec le chat, puisque la fonction sondage ne fonctionne pas malheureusement. Donc, ça a été fluide, un pur bonheur. Ça a été très chronophage. Ça a été une suite de répétitions incessantes, de malentendus, etc. Ça a été une impression de ne servir à rien du tout, ou au contraire la peur de ne rien contrôler de ce qui se passait et d'être un petit peu… Donc, répondez dans le chat. Donc, fluide, un pur bonheur, chronophage, des répétitions incessantes, beaucoup de malentendus, l'impression de ne servir à rien, ou au contraire la peur de ne rien contrôler.
Et on verra les réponses avec Clémence tout à l'heure. La communication à distance, elle a plusieurs caractéristiques. Bon, d'abord, on va voir les 3 dimensions de la communication classique que vous connaissez. La première dimension de la communication, c'est ce qu'on veut dire. C'est le contenu informatif. Et le contenu informatif, généralement, c'est des mots qu'on emploie, les phrases qu'on fait. Ça, c'est ce qu'on veut dire. C'est le contenu de l'information. La deuxième dimension, c'est comment on le dit. Donc, la métacommunication dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est l'intonation qu'on emploie, les mimiques, les gestes permettent en fait d'indiquer au destinataire d'un message comment il doit interpréter le message que je lui transmets. Puis enfin, il y a une 3e dimension dans la communication qui est très importante, c'est à qui on le dit. La relation interpersonnelle entre l'émetteur et le récepteur en fait du message. Donc à qui on le dit, la relation, mais aussi le destinataire. C'est à ce niveau que se jouent les enjeux justement de pouvoir. Et ça, ça va avoir une action sur les mots, la syntaxe, l'intonation, les mots qu'on emploie. On ne parle pas de la même manière quand on parle à un enfant, on n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas la même syntaxe, et on n'utilise pas tout à fait la même intonation quand on parle à un enfant ou à un adulte. Quand on parle malheureusement à un collaborateur qu'on estime être, on va dire, en dessous de nous dans la pyramide hiérarchique, ou à un collaborateur du même niveau, ou à un collaborateur qui va se retrouver au-dessus de la pyramide. Et puis, évidemment, lorsqu'on transmet une communication, lorsqu'on transmet un message à quelqu'un, ce quelqu'un, finalement, va lui aussi communiquer avec nous, et donc il va y avoir un phénomène de rétroaction, de feedback qui va se jouer entre nous et lui. Et donc ces 3 dimensions vont avoir pour quel mot on choisit, comment on va le dire, quelle intonation, quelle mimique, quel geste, et à qui on va le dire, c'est-à-dire comment se joue la relation interpersonnelle dans cette communication particulière. La communication à distance, le problème, c'est qu'elle se fait souvent à l'écrit. Et donc, à l'écrit, il y a une grande perte d'information. Tout ce qui est en gris très, très clair, c'est perdu à l'écrit. Comment on le dit. Donc, les phénomènes de métacommunication, l'intonation, les mimiques, les gestes, on ne les a pas. Par exemple, si quelqu'un vous écrit quelque chose qui est de l'ordre de la blague, ou on va dire de la petite anecdote entre collègues, etc., ça, on ne va pas l'avoir, à moins de rajouter, d'ailleurs on le fait très souvent, des émoticônes ou des... faudrait vraiment écrire une autre phrase pour que la personne comprenne et ne soit pas blessée, en fait, parce qu'en fait, effectivement, à l'écrit, lorsqu'on ne met pas tout l'habillage de la communication qu'on a à l'oral, malheureusement, toute cette partie-là de métacommunication, elle disparaît. Et puis, à qui on le dit, la relation, c'est pareil, l'intonation, en fait, qu'on va employer pour telle ou telle personne, ça va disparaître aussi. Donc, ça va donner des communications finalement extrêmement froides. Et lorsqu'on reçoit un message, parce que, je ne sais pas, notre manager, il a écrit 15 messages dans sa journée pour clarifier des choses, et que nous, on est le 15e destinataire d'un message, et qu'il en a marre de répondre la même chose à tout le monde, et peut-être qu'on peut se sentir froissé, blessé, en fait, de ça. Et total, ça va finalement aussi impacter notre interaction avec lui. On va peut-être qu'on va lui répondre sur un ton qui n'est pas très affable. Et puis, du coup, ça va modifier non sellement le message qu'on va lui envoyer, mais finalement la relation qu'on a construite antérieurement avec tous les autres membres aussi de l'équipe. Alors, j'ai quelques propositions à vous faire en tant que manager, ou pour vos managers, ou vous, quand vous voulez communiquer avec d'autres personnes quand vous êtes en télétravail. Je ne sais pas si elles sont toutes bonnes, je ne sais pas si vous les utiliserez ou pas, si vous les essayerez, mais enfin, en tout cas, on peut toujours essayer de changer sa manière de faire. Alors, dans ma première proposition, finalement, c'est de supprimer les longues réunions à distance. D'abord, on l'a vu, elles sont trop conventionnelles, elles sont trop codées. L'humour,
c'est pas exclu, hein, c'est pas parce qu'on est sérieux qu'on ne peut pas faire de l'humour, au contraire même, je dirais. L'humour, la vision subjective sont des éléments qui sont très difficiles à faire passer à l'écrit. Et puis, très difficile à faire passer en réunion Zoom, puisqu'on ne parle pas tous en même temps, puisque les sourires passent mal, parce que quand on a 10 visages devant soi, ben, c'est très, très difficile de savoir à qui on s'adresse, parce qu'on a peur d'interrompre la personne qui est en train de parler, parce que, voilà, pour beaucoup de choses. D'abord, ensuite, c'est chronophage, ces longues réunions à distance. Passer 3 heures devant votre ordinateur à suivre une réunion, c'est 3 heures où vous ne pouvez pas faire autre chose. Voilà, donc ça, c'est chronophage. Les réunions en présentiel hein, aussi, c'est chronophage, mais au moins, il y a, on va dire, la création du lien social qui peut se faire en réunion en présentiel. C'est pas du tout le cas en réunion longue à distance. C'est fatigant d'un point de vue mental parce qu'il faut toujours être là et vraiment là, écouter, avoir ses oreilles grandes ouvertes et puis son système attentionnel en éveil total. Donc, c'est très fatigant. Et finalement, ce n'est pas très utile. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'autres choses pour remplacer ces longues réunions à distance. Si vous ne pouvez pas vous réunir, ça pose encore d'autres problèmes. Alors, par exemple, c'est des propositions hein, qui peuvent être adaptées en fonction de votre cas, de votre équipe, de votre entreprise ou de votre organisation. Ben, d'envoyer les consignes de la journée la veille, voilà, par email. Voilà, c'est une première. Donc, les personnes qui reçoivent les consignes le matin, elles vont commencer leur journée de travail, elles vont ouvrir en fait votre email de la veille. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'elles l'ouvrent la veille, parce que ça perd, on va dire, son utilité. Donc le matin, et puis elles vont avoir un petit temps, on va dire, pour en prendre connaissance. Et puis vous pouvez, 1 heure après, alors je ne sais pas, moi vers 9-10 heures, je ne sais pas à quelle heure vous prenez le matin, faire un mini point d'équipe. Alors là, une petite réunion de 15 minutes maximum, en fait, pour à l'oral, répondre aux interrogations, clarifier les objectifs, clarifier les process, faire ce qu'on fait d'habitude quand on a quelqu'un en face de soi. Mais il ne faut pas que ce soit très long, il faut que ça dure 15 minutes maximum. Et puis, un point, en fait, en fin de journée, pareil, de 15-20 minutes, pour débriefer sur la journée. Mais pas débriefer que sur le travail, débriefer sur les difficultés, sur les choix des outils, débriefer sur ce qui reste à faire, débriefer mais même sur la journée, comment ça s'est passé, quoi. Voilà, tout simplement ce qu'on pourrait faire aussi à la machine à café ou quand on se quitte sur le parking de l'établissement, par exemple, quand on se dit au revoir entre collègues. Ça peut être, on pourrait remplacer ça comme ça, par un petit débrief là, de 15-20 minutes, mais vous voyez, pas des grandes réunions de 2 heures. On peut aussi essayer de choisir et de partager des outils sur le web qui sont qui permettent en fait aux gens de travailler de manière asynchrone. On y reviendra la semaine prochaine. Donc, utiliser des timelines, utiliser des Kanban, utiliser des mind maps qui permettent aux gens de travailler sur les mêmes documents, mais à distance bien sûr, mais pas en même temps surtout. Parce que pour quelqu'un, peut-être travailler, être très très attentif, en fait le matin, c'est le meilleur moment pour lui, mais pour une autre personne, ce sera plutôt en début d'après-midi. Parce que dans son organisation en fait familiale, il se trouve que le matin, la personne 1 a la personne à la maison, et que c'est pratique, et que la personne 2, c'est l'après-midi qu'elle a la personne à la maison. Donc, vous voyez bien que si vous obligez des gens qui n'ont pas les mêmes organisations familiales à travailler en même temps sur une réunion longue, etc., finalement, vous faites du présentéisme et là, c'est là où on a une grosse intrusion finalement du professionnel dans le personnel. Et ça va poser des problèmes à la fois sur la qualité du travail, mais aussi la qualité de vie de la personne dans son intimité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc ma première proposition, c'était ça. On supprime tout simplement les longues réunions à distance. Deuxième proposition. Proposer, alors c'est pareil, c'est une proposition, des temps informels à distance pour resserrer les liens, pour travailler l'esprit d'équipe, pour repositionner sa fonction en tant que manager, notamment, devenir une personne ressource plutôt qu'un donneur d'ordre,
pour permettre de lutter contre l'isolement de certaines personnes en télétravail, et puis pour continuer à rester à l'écoute des difficultés des collaborateurs, mais je le rappelle, sur des temps informels. Alors évidemment, il faut que ce soit sur la base du volontariat. Moi, je vous les propose soit en milieu ou en fin de semaine. Alors, ça peut prendre des formes diverses et variées, et ça, il faut voilà, comment vous dire, soyez créatifs dans ce que vous pouvez proposer. Alors, ça peut être des escape games à distance, ça peut être des serious games, des jeux sérieux, des formations en réseau, des cafés papotage, par exemple. Tiens, on se prend un petit café, ça dure 10 minutes, exactement comme si on était à la machine à café. Ça peut être, voilà, pourquoi pas. Ça peut être du partage d'astuces et de pratiques du travail en petit comité. Par exemple, vous avez une personne qui est extrêmement efficace sur PowerPoint ou sur le diagramme de Gantt, voilà, des choses qu'elle utilise, et bien en fait, elle va créer 15 petites minutes ou 15-20 minutes de mise à disposition de ses compétences pour l'ensemble des membres de l'équipe. Et voilà, ça c'est vous repositionner aussi comme manager, de ne pas être la personne qui sait, le sachant, et puis les gens autour qui écoutent. Hein, c'est exactement ce que je suis en train de faire, vous voyez. C'est très bizarre, mais enfin bon, bref, peu importe. Je ne suis pas votre manager, donc ça c'est très bien. Et puis, on va avoir troisième proposition, alors j'en ai 4 en tout. Troisième proposition, essayez d'introduire plus d'horizontalité en fait dans votre travail, de manière à impliquer chaque membre de l'équipe, de partager certaines responsabilités, pas toutes, mais au moins certaines, et ce qui va vous apprendre à déléguer, à lâcher prise en fait sur les résultats du travail, mais aussi instaurer de nouveaux rituels, favoriser la prise d'initiative de chaque membre de votre équipe. Alors, il existe plein de méthodes. Vous pouvez essayer les rôles tournants. Alors, les rôles tournants, c'est un exercice que j'aime beaucoup, en fait, et qui permet, au sein d'une équipe, finalement, de faire tourner certaines fonctions. C'est-à-dire que ce n'est pas le manager qui endosse systématiquement les fonctions de pouce décision, de gardien du temps, etc. Mais c'est un petit peu comme quand on joue, enfin, quand on fait un match de volley, les positions en fait sur le j'allais dire le stade, mais c'est pas le stade, enfin bref, le terrain, merci Clément, heureusement qu'elle est là, sur le terrain de volley, ben, en fait, vous allez apprendre à réagir à des positions sur le terrain différentes. Ben, c'est exactement la même chose. Pour introduire de l'horizontalité, encore faut-il que chaque membre de l'équipe sache quelles sont toutes les fonctions qui peuvent être déléguées en fait, et comment faire. Introduire des rôles tournants, par exemple, sur certaines semaines, ça peut être intéressant. Vous pouvez jouer à un jour un thème. Alors, un jour un thème, c'est un petit jeu qui permet, par exemple, en 5 ou 10 minutes à un membre de l'équipe, qu'il soit en présentiel ou qu'il soit à distance, de parler de quelque chose qui lui tient à cœur. Alors, c'est des choses qui ne sont pas forcément liées au travail, mais pourquoi pas, qui pourraient être liées au travail. Par exemple, ça permet d'aller chercher de la compétence et de la connaissance que vous ne connaissiez pas. Donc ça, c'est issu aussi des arbres de connaissances et de compétences. Dans les années 90, il y a des personnes un peu âgées, comme moi. Voilà, peut-être que ça vous dit quelque chose, arbre de compétences, peut-être que ça vous parle. Et puis, on peut avoir alors c'est pas un jeu, mais c'est on va dire un principe qui s'appelle le chef n'est pas là. C'est-à-dire des journées où vous n'êtes pas là. Alors, ça se prépare, mais que vos collaborateurs prennent l'habitude de ne pas, vous appeler, vous envoyer un email à chaque interrogation, mais plutôt de s'appeler entre eux, de s'envoyer des emails entre eux, parce que très souvent, vous n'avez d'abord pas la réponse à tout, et puis très souvent, vous allez demander aux membres de l'équipe vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, la personne X vous demande quelque chose, et vous allez demander à la personne Y la réponse, la personne Y va vous la donner, et puis après, vous allez la transmettre à la personne X. C'est un peu idiot, parce que si la personne X pose la question directement à la personne Y, finalement, ça va beaucoup plus vite. Et ça permet, non pas de s'affranchir de
votre travail, de votre fonction, mais d'introduire justement de l'horizontalité dans les processus de travail. Et puis, j'ai une quatrième proposition pour limiter finalement les intrusions du professionnel dans le personnel, pour exercer votre mission de protection auprès de vos collaborateurs. C'est une mission qui est très importante pour le manager, de protéger les collaborateurs des difficultés qu'ils peuvent avoir en télétravail, d'appliquer le droit à la déconnexion, de vous assurer que les télétravailleurs disposent des ressources pertinentes pour faire leur travail, alors des ressources en termes de matériel, voilà, évidemment, mais aussi des ressources internes, des ressources personnelles pour pouvoir télétravailler, et puis de former les salariés au télétravail. Voilà, on y reviendra la semaine prochaine, mais de régulièrement tester de nouveaux outils, de vérifier qu'ils fonctionnent. Pareil pour vos méthodes, pareil pour le planning. Ce n'est pas parce que vous avez mis en place un planning qu'il faut le tenir stricto sensu, parce qu'en fait, parfois, dans le télétravail, il y a d'autres problèmes qui se posent. Et voilà, comme on l'avait dit la semaine dernière, il y a des activités qui sont beaucoup plus rapides en télétravail, puis d'autres activités qui demandent beaucoup plus de temps. Donc, remettre en question votre planning avec les équipes, c'est important. Et puis, pour limiter les intrusions, ne pas appeler vos collaborateurs tout le temps comme ça, mais peut-être de planifier des appels. Les planifier ou planifier au moins des espaces où on peut s'appeler. Par exemple, de dire, bah voilà, je suis susceptible de vous appeler le matin entre 11h et midi. Et pas appeler à 6h du soir parce que, mon Dieu, vous avez une question, sauf que 6h du soir, c'est la fin de la journée de travail. Et donc là, clairement, vous mettez un pas dans la sphère privée de votre télétravailleur et ça, c'est pas normal, quoi. Et puis, limiter le nombre de SMS dans la journée. Essayez de grouper vos demandes en un seul email, pourquoi pas. Et puis après, il y a toujours 3 petits points parce que vous avez sans doute plein d'autres idées. Donc ça, c'était mes propositions en ce qui concerne finalement la fonction du manager. Alors, petite question pour vous, à vous poser. Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à reconsidérer votre fonction de manager? Alors, je ne peux pas, comme tout à l'heure, lancer le sondage. Voilà, donc Clémence me dit qu'elle est en train de l'écrire dans le chat. Donc, vous sentez-vous prête ou prêt à reconsidérer votre fonction de manager? Alors, oui. Il y a des gens qui l'ont déjà reconsidéré. Voilà. Non. Ou alors, vous avez besoin de temps, d'accompagnement ou de formation supplémentaire, ce qui est tout à fait possible parce que personne n'est préparé finalement à manager à distance. Alors, je vous laisse un petit temps pour répondre, mais je vois que vous êtes beaucoup à répondre là, en fait, sur le chat. Il se passe des choses, j'ai l'impression, même si je ne vois pas les réponses. Alors, c'est peut-être, je vois peut-être en fait ce que Clémence écrit. Non, oui, non, c'est pas dans les 1001 nuits. Non, c'est Sœur Anne, c'est Barbe Bleue, je sais quoi. On parle avec Clémence, excusez-moi. Voilà, alors du coup, alors je vais avancer sur la vie. Moi, j'ai plein de choses là sur la conversation. Je ne sais pas si Clémence, si tu vois des choses. Moi, il y a des tas de choses sur la conversation qui se font. Voilà, moi, il se passe des choses là. D'accord. Bon, alors je les lirai tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a peut-être mélangé nos rôles, Clémence et moi. Donc, on a voulu faire de l'horizontal, vraiment très, très horizontal. Et finalement, alors je dois… je me retrouve à tout faire, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut faire si vous êtes manager. Pas du tout. Donc, on va aborder maintenant la vie familiale en télétravail. Alors, commencer par les points de vigilance, en fait. On en a parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas m'étaler dessus, sur le temps passé devant l'ordinateur. Évidemment, on l'a vu, il y avait certains d'entre vous ont passé plus de 3 heures supplémentaires sur leur ordinateur en télétravail par rapport à une journée de travail classique. L'autre point de vigilance dont j'ai parlé, c'était la division genrée du travail domestique. Et puis, le troisième,
c'est la collusion des rôles parents, conjoints, travailleurs. J'ai mis tout au masculin, hein, mais évidemment, tout fonctionne au féminin. Pourquoi c'est qu'il faut être assez vigilant là-dessus? Parce que finalement, travailler à la maison, ça va déstabiliser, ça va remettre en question les représentations des membres de la famille. N'oubliez pas que pour vos enfants, vous êtes un papa ou vous êtes une maman. Vous n'êtes pas un travailleur ou une travailleuse, vous n'êtes pas un manager, vous n'êtes pas, vous n'avez pas du tout cette fonction pour eux. Et c'est un petit peu bizarre, c'est même pour les conjoints. Peut-être que votre conjoint, la première fois qu'il vous voyait en situation de travail et il s'est retrouvé face à une personne d'être très sérieuse, alors que vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement, comment dire, gai, enjoué, avec beaucoup d'humour, et il a été face ou elle a été face pendant des journées entières à quelqu'un qui était très sérieux, qui était très pris par son travail, qui était peu disponible pour la rigolade. Et bien oui, donc ça remet complètement en cause, parce que vous étiez en train de travailler en fait. Donc, vous voyez bien que ça remet totalement en cause ce qu'il pouvait penser de vous ou ce qu'elle pouvait penser de vous. En fait, vous vous êtes montré, à part si vous travaillez avec votre enfant, évidemment, qui connaît cette partie-là de vous-même, mais c'est quand même assez rare. Vous vous êtes montré à vos conjoints et à vos enfants sous un jour qui n'était pas le. Donc, ça déstabilise complètement les représentations qu'ils ont de vous. Et ça peut provoquer des problèmes relationnels importants. Ça a bouleversé les habitudes familiales, évidemment. C'est très important parce que si vous êtes, par exemple, je vais choisir cet exemple-là, une femme, hein, et que vous télétravaillez à la maison, et que par ailleurs, non seulement vous, parce que puisque vous êtes à la maison, si c'est toi qui es à la maison, c'est toi qui fais le travail domestique. Mais non. Vous voyez bien qu'il va falloir complètement changer cette organisation-là. Si vous êtes la personne qui fait toujours le travail domestique, malheureusement, ce n'est pas une double journée que vous allez avoir là, ça va être encore pire. Donc, il va falloir repenser ces habitudes familiales-là. À quelle heure on mange aussi? Qui est-ce qui fait à manger? Qui est-ce qui va faire les courses? Maman ou papa n'a pas pu parce que maman ou papa, oui, était à la maison, mais travaillait. Et quand on travaille, on n'est pas en train de faire les courses. Donc, ça bouleverse les habitudes familiales. Et puis, les points de vigilance sont liés au fait aussi qu'il y a une confrontation des rythmes de l'entreprise et des rythmes familiaux. C'est ce que j'avais commencé à dire. À quelle heure on mange, à quelle heure on boit le café, à quelle heure on part le matin. Bon, là, c'était particulier, en fait, en confinement, puisque les enfants étaient à la maison, alors que d'habitude, ils sont à l'école. Votre conjoint était à la maison, alors que d'habitude, il est au travail. Ben oui, en fait, en télétravail, la vie familiale doit être repensée. Alors, ça, c'était des points de vigilance. Le télétravail pour la vie familiale, ça peut être aussi une opportunité. Alors, une opportunité pour remettre en question justement la répartition des tâches domestiques. Alors, mesdames et messieurs, je devrais dire, allez-y, remettez tout à plat. Voilà, c'est pas parce que certains rôles étaient dévolus à l'une personne ou à l'autre personne qu'ils doivent toujours être dévolus à cette personne-là. Il peut être intéressant de faire, une liste exhaustive de toutes les tâches domestiques que vous devez en fait mener à bien pour que votre maison fonctionne bien, pour que vous mangiez à votre faim de bonnes choses, etc. Et puis de répartir. Répartir les tâches, c'est pas forcément faire du 50-50. C'est pas forcément ça. Et c'est pas forcément tout le monde fait tout. Voilà, par exemple, les deux personnes, enfin les deux parents, s'il y a deux parents, les deux parents, je sais pas moi, repassent le linge, les deux parents font les courses, les deux parents, ça peut être ça. Mais économiquement, c'est pas super viable. Il vaut mieux que ce soit les personnes qui aiment le moins, aiment le plus faire certaines choses, aiment le plus ou détestent le moins peut-être. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je déteste les tâches domestiques, hein, mais ça pourrait être comme ça, en fait. Donc, si
par exemple, dans mon cas, je vais vous parler de ma vie, moi, ce que je déteste le moins, c'est passer le balai. Mais par exemple, je déteste beaucoup faire la vaisselle. Et bien, si j'ai un conjoint à la maison, et bien finalement, et que lui déteste pas trop faire la vaisselle, ben ça c'est une répartition, alors qui n'est pas égalitaire, mais c'est jamais égalitaire de toute façon. Puis on part de loin, on met la marge, on pourrait faire une répartition équivalente. Voilà, de charges, de choses. Et puis quand vraiment on déteste tous les deux faire, je sais pas moi, le repassage par exemple, d'abord on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est obligé de repasser? Ça c'est une première chose. Et si on est obligé, ben là, petit ressort, pas mal des fois de petits ressorts. Donc on remet en question la répartition des tâches domestiques. Et puis ça peut être une opportunité pour expliquer concrètement en quoi consiste son travail. C'est une espèce de nébuleuse pour les enfants, souvent c'est le travail de maman, le travail de papa, mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà, puisqu'on ne voit rien du travail d'habitude. Ben là, on va voir le travail et on va voir la personne qui va travailler, par exemple, devant son ordinateur toute la journée. Mais qu'est-ce qu'elle fait exactement? Est-ce qu'elle joue au jeu comme moi? Parce que moi, si je suis un enfant et que je suis devant mon ordinateur, c'est pour peut-être regarder des dessins animés, jouer à des jeux, etc. Bon, je m'en suis rendu compte, si j'ai été confinée, que travailler devant son ordinateur quand on est un enfant, ça peut être faire des devoirs. Alors maman, papa, est-ce qu'ils font des devoirs? Prenez le fait de télétravailler pour une opportunité pour expliquer à quoi sert votre travail, en quoi ça consiste, et voilà le but de ça. Et puis c'est une opportunité pour montrer une autre facette de vous-même à votre famille. Alors qui n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un point de vigilance parce que du coup ça va bouleverser la représentation qu'ils ont de vous. Mais finalement, ça peut aussi vous présenter sous un jour un petit peu plus, sous un jour différent. Vous n'êtes pas que un papa gâteau ou une maman, voilà, vous êtes aussi un professionnel qui a des objectifs, qui est sérieux et qui est capable de mener à bien des projets. Ouais. Et des fois, ça change la représentation. Alors tout ça, c'est une opportunité évidemment avec, attention, il faut respecter un certain nombre de critères. En télétravail normal, effectivement, essayez de limiter le télétravail à 1 ou 2 jours par semaine au maximum, qu'il soit fait sur la base du volontariat, ce qui n'était pas du tout le cas en confinement, on est bien d'accord, et qu'il existe vraiment des frontières très, très, très nettes, négociées au sein de la famille entre le temps perso, familial, et le temps professionnel, et entre les espaces personnels, familiaux, qui sont partagés avec le reste de la famille, et les espaces professionnels qui, eux, ne sont pas partagés du tout avec la famille. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais essayer de répondre aux questions que vous nous avez posées. En fait, voilà. Alors, si Clémence veut bien me poser les questions, je suis là. D'accord. Donc, Clémence n'a pas eu de questions, donc je vais essayer de regarder le chat. Alors, alors on m'entend bien, c'est très bien. Alors, je suis en train de vous lire un petit peu le chat, peut-être que vous l'avez vu. Alors, par rapport à mon premier sondage, en fait, c'était communiquer avec votre équipe en télétravail. Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'était chronophage? Alors, j'ai fluide, chronophage, le temps de se caler au début et besoin de redéfinir des objectifs communs. Oui, fluide et en même temps peur de ne pas être assez présent. Donc voilà. Après, j'avais mon deuxième sondage, c'était vous sentez-vous prête à reconsidérer votre fonction de manager? Et pour la grande majorité, j'ai des oui, en fait, ou des gens qui ne sont pas concernés. Alors, j'ai aussi d'autres personnes qui disent oui, non. Alors, oui, alors ça, c'est Virginie Charrière, c'est-à-dire qu'en fait, Virginie Charrière, mais c'est Clémence qui a réécrit en fait la chose. Voilà, vous pouvez être. Donc, il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui ont besoin de temps. Effectivement, et j'ai une question de quelqu'un qui me dit comment faire face à un manager qui est très réticent au télétravail. En fait, comment on fait? On essaie de faire face, c'est très compliqué de faire face parce que déjà, vous vous heurtez en fait aux croyances de la personne. Donc,
pour le ou la convertir au télétravail, enfin en tout cas pour lui faire accepter le fait que vous avez peut-être envie de télétravailler, vous pouvez peut-être commencer par la technique de on fait un essai, on teste. On teste pendant une journée, par exemple, voilà. Mais pas, pour l'instant, on ne parle même pas de fréquence, on ne parle pas de récurrence, on ne parle de rien de tout ça. On va tester une journée ou une demi-journée pour commencer de télétravail avec tel et tels objectifs. Et à la fin de la demi-journée, un bilan rapide. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Voilà. Si ça a fonctionné, peut-être qu'on peut recommencer l'expérience une demi-journée plus tard dans le mois. Voilà. Et puis au fur et à mesure, en fait, finalement, on va lui faire accepter peu à peu qu'on est plus efficace. Parce que après, il y a la question du pouvoir. Ce manager qui ne veut pas que vous télétravailliez, ben, peut-être qu'il se joue quelque chose du pouvoir entre cette personne et vous. Et ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de se protéger contre son ego, hein, parce que souvent les enjeux de pouvoir, c'est des enjeux d'ego. Et si on ne peut pas le squeezer ou au moins, voilà, on ne peut pas lui imposer de toute façon les choses, mais il faut y aller tranquillement. Et puis, on fait un essai. Et si ça fonctionne, on continue, on fera un essai la prochaine fois. Et ça fonctionne, on refera un essai. Et si ça ne fonctionne pas, on revient à la situation initiale. Donc, en fait, vous ne pouvez pas perdre. Enfin, vous ne pouvez pas perdre dans le sens où on ne peut pas vous enlever autre chose. Donc, vous pouvez gagner, mais vous ne pouvez pas perdre ce que vous avez déjà, c'est-à-dire une situation de non-télétravail. Alors, voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu dans le chat. On va sans doute s'arrêter là. Je vais repasser la parole à Clémence. N'oubliez pas qu'on se voit la semaine prochaine. Je vais peut-être demander. Oui, alors, juste si vous avez des questions à poser là, maintenant, à l'oral, n'hésitez pas. Hein. S'il y a une personne d'entre vous qui souhaite poser une question, en activant sa vidéo, parce que c'est plus sympa de voir les personnes poser leurs questions. Si personne n'a de questions, personne? Bon, bah écoutez, très bien. Bah, merci en tout cas d'avoir été avec nous en ce milieu de journée. Juste vous préciser, puisque je pense que vous êtes tous inscrits pour la semaine prochaine, vous rappelez le thème, donc jeudi 23 juillet prochain, donc à partir de 13h, sur le même format, 1 heure à peu près. Donc le thème, c'est les outils du télétravail, nouvelles règles de reporting. Donc voilà, bah, au plaisir de vous revoir, alors si je puis dire, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de visages, mais de vous avoir en tout cas à distance la semaine prochaine. Et puis, bah, Marie et moi, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Merci Marie-Ange à la fabrique. Ah, ok. Alors, je sais pas, j'ai des choses qui sont dessinées sur mon ordinateur. Ben, c'est quoi ces trucs verts? Ce que je me suis dit, mince.